Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 16 octobre, une manifestation à Toulouse comme partout en France pour défendre la sécurité sociale. La démocratisation du doggy bag pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, quelques clés pour un sevrage anti-tabac réussi à l'hôpital Larrey. Manifester pour défendre la Sécu, c'était le mot d'ordre de la CGT, de FSU et de Solidaire aujourd'hui au niveau national. Les syndicats ont réuni plus de 1500 manifestants dans les rues de Toulouse. D'après leurs chiffres, 800 selon la police. Selon eux, le pacte de responsabilité du gouvernement va amputer la sécurité sociale de 20 milliards d'euros. Jérôme Bolloc a suivi le cortège. La Cour des comptes vient de sortir un rapport en disant qu'il y avait 20 milliards d'euros, le chiffre de 20 à 25 milliards d'euros de fraude aux cotisations sociales de la part des employeurs. Donc déjà, si on faisait rentrer l'argent dans la caisse de la sécurité sociale, des cotisations que devaient payer les employeurs et qu'ils arrêtent de faire du chantage à l'emploi, du chantage au salaire et du chantage de cotisations, on pourrait avoir une protection sociale meilleure et ça permettrait aussi de répondre à la santé des salariés sur leur lieu de travail. Nous disons stop à l'austérité, nous disons stop à la casse des services publics et nous revendiquons un autre partage des richesses avec une réforme fiscale véritable et l'augmentation des salaires, du pouvoir d'achat, la défense et le développement de l'emploi et d'une protection sociale solidaire. Si on continue comme ça, les politiques d'austérité vont tuer à la fois le secteur public mais aussi une grosse partie du secteur privé qui, je le rappelle, dépend beaucoup du secteur public, notamment en termes d'investissement. On a aujourd'hui une panne du bâtiment et travaux publics avec des milliers de licenciements qui sont liés à cette politique d'austérité. 20 kilos par personne, c'est le volume de produits consommables jetés tout au long de la chaîne alimentaire chaque année en France, selon le ministère de l'Agriculture. Et c'est pour réduire de moitié cette quantité d'ici 2025 que le gouvernement a mis en place le pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les représentants de la restauration commerciale qui l'ont signé s'engagent à promouvoir l'usage du sac à emporter, le fameux doggy bag. Pascal Solaire. Le gourmet bag, c'est le doggy bag à la française. Au restaurant, si l'assiette n'est pas terminée, le consommateur pourra emporter ses restes. À l'origine de l'initiative, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière lance une campagne de sensibilisation auprès des restaurateurs en partenariat avec les DRAF, dont celle de Midi-Pyrénées, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il y aura des appels à projets, des partenariats, inscription de restaurateurs sur des chartes que l'on peut signer avec eux, leur permettant d'utiliser à la fois les affiches, les logos et montrer qu'ils s'inscrivent dans la démarche. Dans la région Rhône-Alpes, par exemple, qui est un petit peu précurseur en la matière, donc il y a un ensemble de restaurateurs qui sont engagés dans une charte et qui affichent tout à fait cette possibilité qui est laissée à leurs clients, qui fournissent la boîte qui permet d'emporter le reste du repas. Selon une enquête nationale du ministère de l'Agroalimentaire, 75% des personnes interrogées sont prêtes à utiliser le doggy bag. Un chiffre encourageant quand on sait que cette pratique se heurte encore à de nombreux freins, principalement culturels. Personnellement, je ne me vois pas faire ça. J'aurais honte de demander à ce qu'on me donne les restes. Moi je le fais mais je me sens gênée quand même. Les Américains, puisque vous parlez l'américain, ils emportent les restes. Et ils ont raison, vous l'avez payé, vous l'emportez. Une enquête nationale auprès des restaurateurs révèle un accueil assez mitigé. Par exemple, ils sont 47% à penser que certains plats sont faits pour être consommés tout de suite et sur place, comme le précise ce restaurateur toulousain. Tous les produits en sauce déjà, donc ils ne seraient pas compatibles avec les légumes au niveau de réchauffer, parce que ça ne monte pas pareil en température. Au niveau de la conservation, ça ne serait pas pareil. Les produits qu'on pourrait emporter seraient plutôt les pâtes ou la pizza. Là, ça serait facilement réalisable. Mais après, le reste serait très très compliqué. Le gourmet bag permettrait pourtant de limiter le gaspillage alimentaire, dont 14% provient du secteur de la restauration. On part dans le Comminges à présent, où le chantier de la déviation Saint-Béat-Arlos avance depuis début 2012. Ce contournement de 5,6 km est devenu indispensable pour désengorger la RN 125 et Saint-Béat. L'infrastructure qui compte un tunnel puis un pont est cofinancée par l'État, le Conseil régional et le Conseil général de Haute-Garonne. Marlène Canal et Alain Sorat ont visité hier le chantier.
Principale caractéristique de ce chantier, la prise en compte d'enjeux environnementaux, des contraintes imposées par le relief même du site. Il a fallu sécuriser les falaises du Cap de Mount et protéger certaines espèces. Il s'agissait de pouvoir mettre en place ces écrans et de maintenir les genévriers sur place, ce qui a été un très gros défi, qui a été rempli, assumé, puisque les suivis permettent de dire que les genévriers sont toujours en place et que la végétation se reconstitue. De même pour le pont d'Arlos qui prolongera le tunnel. Il enjambe la Garonne. Le fleuve abrite de nombreuses espèces vivantes. Le creusement de ce tunnel de 1000 mètres a duré près de 9 mois. Aujourd'hui, il s'agit de rendre étanches les voûtes du tunnel car le massif rocheux laisse pénétrer beaucoup d'eau. C'est ensuite à l'aide de cet échafaudage que le bétonnage du tunnel intervient. La voûte elle-même fait l'objet d'un coffrage avec un matériel tout à fait spécifique, un gros matériel de coffrage métallique qui permet de couler des longueurs de 10 mètres à la fois de cette voûte de béton. Et enfin, une fois la voûte coulée, on a aussi la mise en place d'une sorte de plafond qui permet, en fait, dans cette espèce de faux plafond, si on pouvait le dire comme ça, de mettre en place l'ensemble des systèmes de ventilation. Car la construction de ce tunnel a été soumise aux normes les plus contraignantes en termes de sécurité, un dispositif mis en place depuis l'accident du tunnel du Mont Blanc. Toutes les précautions sont prises, vous l'avez vu, notamment en termes d'arrivée d'air régulier, mais aussi d'extraction la plus rapide possible de l'air vicié en cas d'incendie et de stockage des voitures de telle façon à ce que les voitures ne continuent pas de pénétrer lorsqu'un incendie est identifié à l'intérieur du tunnel. Donc on voit bien plus de sécurité pour le trafic, moins de risques sur des routes qui ne sont pas faites pour des trafics de cette nature-là. Car le but est bien là, fluidifier et sécuriser la circulation de la commune de Saint-Béat. Les cofinanceurs sont l'État, le Conseil régional et le Conseil général. Il œuvre depuis 25 ans à ce projet. Il y a le problème de l'encombrement avec près de 200 camions, notamment espagnols, qui passent dans le centre-ville avec ce pont qui est mal placé. Je crois que ce que nous faisons est un excellent travail qui clôture tous les travaux que nous avons réalisés, en particulier des déviations déjà de Fonsac par exemple, mais aussi les autres déviations jusqu'à la frontière espagnole. D'un côté avec la Catalogne, de l'autre avec l'Aragon. C'est développer dans le futur incontestablement les relations économiques. Et il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas bonnes nos relations avec l'Espagne. Les Pyrénées restent un mur. Coût global de l'opération, 105 millions d'euros. Reste à construire les têtes du tunnel et à installer les équipements. L'opération doit se dérouler en 2015 et 2016. Il faudra ensuite le relier à la RN 125. Dans la saga des élections municipales, le verdict est tombé à Colomiers. Patrick Gimena a été débouté. La justice a confirmé Karine Traval-Michelet dans son fauteuil de maire de la ville. Le 30 mars dernier, les Columérins l'ont élu à 198 voix de plus que Patrick Gimena, qui a déposé un recours en annulation de scrutin. Le tribunal administratif a tranché. Je vous propose d'écouter Patrick Gimena au micro de Jérôme Bolloc. Si nous avons fait ce recours, ce n'est pas pour notre propre petit plaisir. C'est que nous avions constaté un certain nombre de faits qui étaient suffisamment graves pour faire ce recours. Et donc, en tout état de cause, le tribunal a décidé de ne pas donner une suite favorable à notre démarche. Peu importe. On prend acte de cette décision du tribunal, mais en tout état de cause, nous sommes en train d'étudier aujourd'hui les possibilités de faire appel de cette décision. Vous savez, depuis qu'on a fait ce recours, on n'a pas attendu pour s'organiser, pour travailler. On est une opposition constructive. On ne lâchera rien au niveau du conseil municipal et on sera présent sur le terrain et dans tous les quartiers. Et nous avons également contacté Karine Traval-Michelet qui n'a pas donné suite. Elle s'est exprimée par voie de communiqué de presse. Le maire, qui s'est toujours dite sereine dans cette affaire, estime que le temps des polémiques et des attaques infondées est désormais passé. Santé à présent. En France, on estime à 200 par jour le nombre de décès dus au tabac. Un nombre toujours trop élevé. La journée anti-tabac se tenait aujourd'hui à l'hôpital Larrey. Une journée particulièrement consacrée au sevrage et à ses embûches. Reportage d'Émilie de Freitas. 11 h à l'hôpital Larrey, les ateliers démarrent. Entretien avec le médecin, distribution de prospectus informatifs, idées reçues sur la nourriture, atelier sport, le parcours est complet. Il s'agit surtout d'accompagner les fumeurs vers le sevrage. On arrive à mobiliser les gens pour
trouver des images principalement. Et c'est vrai qu'on a voulu mettre en place les composants. Quand on lit des composants, quand on lit des mots, c'est pas pareil que de voir les images telles que l'engrais chimique, des choses qui sont dans la composition de la cigarette. Arrêter de fumer, ce n'est pas si évident quand on est seul. Un suivi médical est ainsi conseillé. Je dois arrêter de fumer pour des raisons de santé en fait. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas toute seule, donc je me suis dit que là peut-être j'allais trouver de l'aide, tout simplement. Marcel, retraité, fait partie de l'association Adir 31 pour les insuffisants respiratoires. Ancien fumeur, il s'est vu l'obligation d'arrêter suite à la détection de la maladie. Je n'arrivais plus à bouger. Je montais des escaliers, j'étais extrêmement essoufflé. Et plus ça allait, plus j'étais essoufflé, moins je pouvais monter des escaliers. Jusqu'au moment où je pouvais arriver à faire à peine 300 mètres. On considère que chaque année en France, entre 400 000 et 500 000 fumeurs réguliers arrêtent la cigarette pour au moins 1 an, selon Tabac Info Service. TLT vous propose maintenant une petite excursion dans l'espace. La mission Rosetta se précise. On sait depuis hier où va se poser le robot Philae. Dans un mois, le 12 novembre, ce robot prendra place sur la comète Gerasimenko. Pour en étudier les composants, cette mission est une première, suivie et pilotée par le CNES de Toulouse. Philippe Godon, chef de projet Rosetta pour la France et le CNES, nous explique les atouts de ce site d'atterrissage. Il y a la planéité du sol, le nombre de rochers dessus, ça c'est relativement évident, mais il faut aussi qu'il soit correctement éclairé. Parce que Philae possède des batteries qui vont être rechargées par les cellules solaires qui ont besoin d'éclairement. Donc il fallait plus de 6 heures d'éclairement sur la comète. Il fallait aussi pouvoir communiquer avec l'orbiteur qui tourne autour de la comète elle-même tournant 12,4 heures sur elle-même. Donc on n'a pas une communication constante entre Philae et l'orbiteur. Il fallait qu'on ait des communications suffisantes. Il fallait aussi que certains instruments puissent fonctionner, en particulier CONCERT, vous savez, le radar qui va explorer l'intérieur de la comète par tomographie. Si on atterrit là, par exemple, c'est très compliqué pour l'instrument de traverser la totalité, ce qu'on appelait le pied du canard, si vous voulez. Il envoie une onde à travers la comète et il faut qu'elle traverse la totalité de la comète pour être récupérée par l'orbiteur qui se trouve à l'opposé, en orbite. Donc il y a beaucoup d'atténuation et c'est quand même beaucoup plus facile dans la partie plus petite de la comète, dans ce qu'on appelait la tête. Carré VIP spécial Rosetta, c'est à voir tout de suite après le journal. On termine avec l'image du jour. Il est devenu une star toulousaine. Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014, a vu son portrait tiré sur une banderole de plus de 12 mètres installée aujourd'hui sur la façade du Capitole. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec le journal de TLT demain à 19 h avec François Guinle. Très bonne soirée à tous.